Prête et prêt pour la grande aventure? Chaque jour de cette série de la petite voix, je vous embarque en immersion. Direction le Québec, où la nature est belle, sauvage et généreuse. Mais le vrai voyage sera surtout intérieur. Glissez-vous avec moi sous le tipi, au cœur d'un cercle de femmes. Tellement fortes et fragiles, tellement belles et émouvantes. Tellement femmes, quoi. Ensemble, nous allons vivre des expériences intenses au son du tambour, de nos voix et surtout de nos cœurs. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Le voyage commence maintenant, ici et en vous. Aujourd'hui, j'accueille Isabelle, une femme au parcours profondément inspirant et qui n'est autre que l'organisatrice du stage Femmes Sauvages que je vous ai raconté au fil de l'eau ces derniers jours. Cet épisode vient joliment conclure cette série en immersion au Québec. Isabelle a fait le choix audacieux de quitter une carrière dans le médical pour se dédier au bien-être et à la spiritualité, portée par sa petite voix intérieure. Cette voix l'a guidée vers une nouvelle vie, faite d'écoute et de bienveillance. Des qualités qu'elle a appris à développer dans son ancien travail auprès des jeunes et des personnes âgées. Aujourd'hui, Isabelle partage avec nous comment elle a su créer des espaces de guérison en pleine nature québécoise, là où elle accompagne chacun et chacune dans un retour à soi. Bienvenue dans un épisode empreint d'intimité, de douceur et d'inspiration. Un moment hors du temps où l'on plonge dans les émotions et les souvenirs d'une femme qui a choisi de vivre pleinement, en harmonie avec elle-même et le monde qui l'entoure. Avec Isabelle, nous allons parler de ce lieu, façonné par son père et qu'elle a transformé en lieu de recueillement, d'un tambour qu'elle a confectionné elle-même et qui l'accompagne dans tous ses soins, et d'un héritage spirituel qui imprègne chacun de ses rituels. Bonjour Isabelle, bienvenue dans La Petite Voix. Bonjour Herveline, merci beaucoup. Attends, c'est à moi de te remercier. On est dans ton chalet, sur les bords du lac Jali. Et moi, je suis arrivée ici il y a 24 heures pour vivre ce stage à tes côtés, Femmes Sauvages. Donc en fait, nos auditeurs là ont un coup d'avance, et d'ailleurs vous avez de la chance, c'est qu'au moment où l'interview sera diffusée, à vous les auditeurs et auditrices, j'aurais déjà raconté le stage. Mais du coup, moi, je ne sais pas encore ce qui va se passer. Donc, merci de m'accueillir dans ce lieu magique. Ça fait plaisir. C'est un honneur de t'accueillir ici. Écoute, Isabelle, on va faire un entretien comme avec les autres thérapeutes de La Petite Voix. Et puis, moi, ce que j'aime bien faire pour commencer, c'est de comprendre le parcours de mes invités. Toi, aujourd'hui, tu te présentes comme une accompagnatrice de bien-être, c'est ça? C'est exact. Comme ça que tu me l'as formulé absolument il y a 2 minutes en off, là, quand on se préparait pour notre entretien. Donc, tu es accompagnatrice de bien-être, mais ça n'a pas été ton premier métier. Donc, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. Okay. J'ai travaillé vraiment dans le réseau de la santé avec des différentes personnes, avec les enfants, avec les familles. J'ai travaillé en centre jeunesse, j'ai travaillé en santé mentale avec les personnes âgées. Fait que j'ai touché à plusieurs clientèles là, durant ces 22 années-là, là, pour toujours dans l'accompagnement pour aider les gens. Qu'est-ce qui a fait quand tu étais, on va dire, adolescente ou jeune adulte, que tu as eu envie de te diriger vers ce métier-là? Ben, moi, j'aimais pas l'école. J'étais pas bonne à l'école. Fait que quand c'était le temps de choisir un parcours scolaire, j'ai regardé ce qui existait selon mon profil de compétences, puis j'ai pris ce qui avait le plus de possibilités. C'est-à-dire qu'il y avait intervention en délinquance qu'il aurait pu faire, il aurait pu y avoir la psychologie, il aurait pu y avoir plein de choses, mais l'éducation spécialisée, ce que j'aimais, c'est qu'on pouvait travailler avec plein de clientèles différentes. Fait que là, je me suis dit, comme je ne sais pas quelle clientèle j'ai envie de travailler, ben je vais faire ce cours-là, comme ça je vais avoir accès à un plus grand éventail de travail. Et est-ce que tu arrives à expliquer pourquoi déjà tu avais besoin de cette dimension-là, d'aider et d'être au service des autres?
J'ai l'impression que ça doit être peut-être un peu génétique, parce que si je regarde dans ma famille, mon père était éducateur spécialisé, ma grand-mère était éducatrice, j'ai une de mes tantes qui est éducatrice à l'enfance, mon frère est éducateur à l'enfance. On est pas mal dans le domaine de la santé. Ma sœur est médecin. Pour moi, il y a un côté génétique. Là. Même du côté des Rancourt, là, j'ai une cousine qui est psychologue, j'en ai un autre qui était ergothérapeute. Fait on dirait qu'on est tous dans le domaine de la santé, là. Est-ce que ça veut dire que dans ta famille, il y a quand même une culture, une ambiance comme ça, du soin aux autres, d'essayer d'être dans l'aide ou pas du tout? C'est juste un job. Ben moi, je pense que ça vient de ma grand-mère, parce que grand-maman Isabelle était très accueillante, était très ouverte, était toujours disponible pour aider la famille. Fait que d'après moi, on a toutes pris ça d'elle. Ouais. Et elle s'appelait comme toi? Oui. Tu portes le nom de ta grand-mère? Oui. Premier enfant de la famille Rancourt. Le premier petit enfant? Le premier petit enfant. Et c'était ma marraine aussi. Je pense que tout le monde dans la famille aimait beaucoup grand-maman parce que c'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Ah, pardon, Isabelle. Non, ça va, c'est correct. C'était vraiment une personne exceptionnelle, puis tout le monde l'aimait, puis c'était vraiment une bonne personne. Elle croyait beaucoup en l'Église catholique, là. OK. Fait qu'elle priait, elle allait faire des nuits d'adoration. Fait que, tu sais, elle avait sa façon à elle d'aller chercher sa spiritualité, si je peux dire. Puis c'est comme si... c'était la personne que tu allais voir qui avait toujours les bras ouverts pour t'accueillir puis pour t'écouter, qu'importe ce que tu avais à raconter. Fait que on doit tout avoir pris ça d'elle un peu. C'est beau. Donc on voit que tu es dans cette famille-là, puis donc en fait ça t'a ouvert la voie de l'éducation spécialisée. Ouais. On va comprendre aussi dans ton parcours que c'est pas juste... tu sais, on pourrait penser que t'as fait comme le reste de la famille et que c'était pas vraiment un choix. Non, t'as vraiment aimé après ce métier-là. J'ai choisi ce métier-là parce que ça m'ouvrait plusieurs portes. Puis j'ai choisi ce métier-là aussi parce que pour moi, c'était important d'aider les autres, d'accompagner les gens, d'être à l'écoute des autres. Puis j'ai l'impression qu'à travers de tout ça, ben c'est comme si c'est moi qui apprends au fil du temps à être à l'écoute de moi, être à l'écoute de ce que j'ai besoin, à m'autoriser à être vraiment moi qui je suis, Isabelle. Fait que c'est un beau cadeau que je me suis fait en prenant cette voie-là aussi. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est vraiment un éducateur, une éducatrice spécialisée? Les éducateurs spécialisés, en fait, on est plus auprès de la personne au niveau comportemental. On va être plus dans le quotidien des gens. Ça veut dire que, comme mettons, en famille enfance-jeunesse, par exemple, quand on allait dans des familles pour faire des interventions, ben notre rôle, c'est comme l'évaluation, la proposition d'intervention, la mise en place des techniques d'intervention, puis après ça, on réévalue, on ajuste. Donc, si je reprends l'exemple à des familles dans lesquelles tu intervenais, dis-moi si je me trompe. Ce que je comprends, c'est que peut-être tu vas aider des parents qui sont en difficulté dans leur rôle de parents et tu vas les aider à bien vivre ce rôle-là, à bien aider dans l'éducation des enfants, etc. C'est ça? Exactement. Ouais, ouais. On va chez les gens, on est avec eux, on accompagne, on est vraiment dans le quotidien des gens, là. Un autre exemple en santé mentale, à un moment donné, je sais pas moi, quelqu'un qui est très, très anxieux, qui a besoin de support pour, je sais pas moi, il est pas capable de prendre l'autobus ou il est pas capable de faire cuire ses pâtes parce qu'il a peur de mettre le feu, ben là, nous autres, on va aller une fois par semaine, on va aller accompagner le temps que la personne a fait son activité pour la sécuriser puis pour l'amener progressivement à devenir autonome dans ses activités-là. Tu décris plein de cas de figure et de publics différents. Est-ce que ça veut dire que tu étais comme à ton compte et donc tu allais intervenir ou tu étais salarié? J'étais salariée vraiment par l'État, là. J'étais dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'imagine qu'au cours de ces 22 années, tu as dû faire des rencontres très touchantes parce que ça a beau être un job. Là, tu es aux prises avec des humains. Absolument. Quand j'étais au centre jeunesse, j'ai fait 8 ans dans les centres jeunesse, puis les jeunes qui arrivaient, là, c'est souvent, là, c'est incroyable de voir, là, par où les enfants peuvent passer avant d'atterrir chez nous, puis, tu sais, des fois, il y a juste des accueillir, de leur ouvrir nos bras puis de les aimer, puis il y a pas plus de choses à faire que ça parce qu'ils sont complètement brisés, je dirais. Ils avaient vécu quoi, par exemple, ces enfants dont tu parles là? Ça peut être souvent des abus physiques, des abus sexuels, des viols, toutes sortes de pas belles affaires. Et si je dis pas de bêtises, à la fin de ta carrière d'éducatrice spécialisée, tu étais auprès d'une toute autre population, parce que là, tu étais dans les maisons de retraite, hein, c'est ça? C'était les centres de jour.
Le centre de jour pour les personnes âgées, c'est vraiment un lieu où les gens viennent passer une journée par semaine. Puis là, ben nous autres, on leur fait vivre des beaux moments. Fait qu'on va faire de la stimulation cognitive, on va faire des jeux avec eux, on va faire... moi, je jouais de la guitare, fait que je jouais de la guitare avec eux. Je leur ai amené du tambour aussi à un moment donné. J'ai beaucoup aimé cette clientèle-là. J'ai trouvé tellement riche leur savoir, leur partage, leur connaissance. Ça a vraiment été ma clientèle coup de cœur, puis ma clientèle qui m'a fait le plus grandir, puis le plus avec eux, je me suis permis d'être vraiment moi-même, puis d'oser vivre là, comme j'étais réellement, là, sans filtre, sans être gênée. Qu'est-ce qui faisait qu'il te poussait à ça? Je pense que c'est la simplicité. Oh. On n'était pas dans le paraître, on n'était pas dans le qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont avoir l'air. C'était tellement... La simplicité, l'amour, l'accueil, c'est des sages personnes. On entend à quel point t'aimais ton métier. T'aimais là, Oui. ce dernier job? Oui. Ce que je dirais, c'est... j'ai été arrêtée de travailler 2 ans par rapport à une blessure physique que j'ai eue, qui a été très difficile à accepter parce que j'étais pas vieille. T'avais quoi? J'avais 40 quelques années. Puis j'étais plus capable de marcher. J'avais tellement mal aux pieds que j'étais plus capable d'avancer. Fait que du jour au lendemain? Ça se fait graduellement. Là. Je faisais de la course à pied, puis à un moment donné, j'ai eu comme une fasciite plantaire dans un pied, puis après ça, dans l'autre pied, puis là, ça a été les traitements, puis j'ai tout fait les traitements qui existent, pas médical, là, les traitements alternatifs, puis il n'y a rien qui a fonctionné. Ah ouais? Puis à un moment donné, après 2 ans, ben là, c'est l'employeur là, qui est venu cogner à la porte puis il a dit « Qu'est-ce que tu fais? » Fait que là, finalement, ils m'ont embarqué dans une espèce de programme de retour au travail. Là, fait qu'il y avait j'avais une psychologue, j'avais un ergothérapeute, j'avais toutes sortes de professionnels là, qui m'aidaient à reprendre comme la forme puis au niveau mental. Puis mais j'étais comme très découragée. Là, fait que je suis partie de très bas là, de cette blessure-là. Donc, les 2 années d'arrêt, c'était juste avant le Covid. Ouais. Et donc, au moment où tu allais faire ce processus-là, bim, Covid. Et puis ici, au Canada, au Québec, comme en France et dans plein d'autres pays du monde, vous avez été mis à l'arrêt. Vous avez été confiné? Oui, mais moi j'ai travaillé pendant le COVID. Je faisais partie de l'escouade COVID qu'on appelait. Là, fait qu'on avait vraiment un hôtel à Québec, c'est le Concorde, c'est un gros hôtel à Québec là, qui était converti en centre d'urgence, là, si on veut. Là, fait que les patients qui étaient malades s'en venaient là, puis nous autres, on s'en occupait. Fait que là, ben moi, t'étais à fond, là, t'étais pas en confinement. Mon rôle d'éducatrice, ça a été très variable. J'étais comme à la guerre, dans le sens de... Je me sentais comme une guerrière qui était en train d'aider le peuple parce qu'on était dans une situation d'urgence. Ben, bien sûr. J'ai beaucoup aimé l'expérience, malgré les pertes qui se sont passées. C'est sûr que c'était pas facile Puis les proches pouvaient pas venir voir leurs parents. Fait que c'était épouvantable, autant moi, ça m'a fait vivre des expériences incroyables de connexion avec l'être humain. C'était particulier parce que... Tu sais, c'était inhumain, en fait, là, mais dans cet inhumanisme-là, il y avait quelque chose quand même de beau. Puis ça faisait partie, ça, un de mes objectifs dans ma carrière. Je me disais, un jour, j'aimerais travailler plus auprès des personnes qui s'en vont vers la mort. Je me voyais accompagner les gens à la mort pour aller voir comme toucher à une dimension différente de l'humain. Ça s'est réalisé là, dans ce contexte-là. Donc en fait, t'as été éducatrice P pendant 22 ans, t'es arrêtée pendant 2 ans, le hasard des dates, etc. fait que ton retour se fait en plein Covid, donc là t'étais repartie pour reprendre ton job en fait, non? Oui, sauf que nous autres, comme c'était avec les personnes âgées, c'est un milieu qui est resté fermé longtemps. Après la pandémie, là, quand le Covid a été terminé, mon centre de jour il n'a pas réouvert tout de suite. OK. Fait que là, ça a pris peut-être encore 1 an. Ce qui est arrivé, c'est que là, après ça, ben là, ils m'envoyaient n'importe où, faire n'importe quel remplacement dans plein de milieux. Puis là, j'en pouvais plus. On dirait que moi, je m'étais dit, quand c'était le temps du COVID, je me suis mobilisée, je me suis préparée pour ça, j'avais le goût d'être là. Puis après ça, là, j'avais plus le goût de m'adapter à des nouvelles équipes, à du nouveau monde. Puis c'est comme si ça m'a vraiment découragée. Puis là, j'ai fait comme, non, c'est pas vrai qu'à mon âge, je vais faire des bouches-trous de des places qui manquent du monde depuis des années. Non, j'ai dit ça ne me convient pas. C'est pas ça que je veux vivre. Puis comme mon centre de jour était pas réouvert, ben là, fallait que je prenne une décision. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui prenait de la place, qui commençait à prendre de la place dans ta vie.
c'est que tu avais découvert les tambours, notamment. Oui. Tout a commencé un jour où tu as fait un stage au lac Sainte-Anne, ici au Québec, qui a été un vrai moment de bascule. Hein? Moi, dans ma vie, j'ai toujours reçu comme le besoin d'être équilibrée au niveau physique, spirituel, émotif. Puis dans tout mon parcours, à un moment donné, j'ai fait du yoga. Puis à un moment donné, j'ai une prof de yoga, elle fait une fin de semaine de 4 jours, puis c'est femme sauvage. Fait que là, moi, ça fait comme, hein? C'est moi, ça. Moi, depuis que je suis enfant, je me sens proche des peuples autochtones. J'ai toujours aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup cette culture. Puis pour moi, femme sauvage, ça résonnait aussi avec le fait d'être dans la nature, d'être isolé, d'être en connexion avec les éléments, d'être en connexion avec la forêt, d'être en connexion avec tout ce qui nous entoure, en fait. Fait que j'ai comme senti l'appel d'aller là-bas. Alors, plusieurs choses dans ce que tu dis. Effectivement, il y a toute la philosophie et la culture des peuples premiers qui est quand même très présente ici. Je le constate, moi, depuis quelques semaines au Québec. Ça fait partie de la culture québécoise. Il faut dire aussi, tu me l'as dit, ton papa, lui, il est métis. Donc, il porte, et donc toi aussi, un peu de ce sang autochtone, non? Oui, ben dans le fond, on est des sangs mélangés, comme ils appellent les métis. On n'est pas reconnu comme peuple premier. On est vraiment reconnu comme métissé parce qu'il y a du sang autochtone dans les lignées, mais c'était du côté de mon père. Dans le fond, c'était l'arrière-grand-mère qui avait du sang Mi'kmaq et l'arrière-grand-père qui était du côté algonquin. Fait que c'était comme deux mélangés qui ont donné d'autres mélangés. Et donc, je reviens au début de notre échange. Est-ce que c'est ta grand-mère Isabelle qui était cette femme métissée? Oui, je pense que oui. Ouais. Donc, c'était elle, la femme métissée. Ouais, ok. ouais. Ah, c'est intéressant. vrai, j'avais jamais réalisé. Ouais. Ok. Donc, tu fais ce stage au lac Sainte-Anne. Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis allée là-bas, c'était vraiment un appel viscéral, je dirais. Là, j'ai comme reçu vraiment, c'était comme un appel. Là. C'était comme, je pouvais pas faire autrement que d'y aller. Puis même à ce moment-là, au niveau financier, c'était pas nécessairement accessible. Puis c'était comme, ben j'y vais là, je m'organise. Là, je peux pas y aller. Là, ça se pouvait pas que j'aille pas à ce recueillement-là. Fait que là-bas, finalement, on était chez des autochtones, Marie Chou, puis Steve qui nous ont accueillis. Eux autres étaient des autochtones. Puis il y avait déjà eu des peuples autochtones qui avaient vécu dans ce lieu-là. Fait que c'était très puissant pour moi de me retrouver dans ce lieu-là. C'était très révélateur. À un moment donné, il y avait une fille qui jouait du tambour dans le tipi. Hey, là, je capotais, là. J'étais là, waouh, mais c'est quoi qui se passe ici, là? Moi, je marchais nu-pied dans le sol. J'étais vraiment en connexion. Je faisais ma course à pied. Dans ce temps-là, j'avais été courir dans le bois. J'étais vraiment en connexion avec les éléments, là. Je marchais à 4 pattes par terre, là. J'allais me cacher parce que je voulais pas que le monde me voie, là. Je me mettais le nez dans la mousse, puis je sentais le sol, là. C'était vraiment wow, là. Fait que ça a été là que ça a commencé. Puis moi, en partant de là-bas, ben là, je voulais un tipi, je voulais un tambour, je voulais un capteur de rêve. Fait que c'était vraiment des biens là, que je voulais, mais j'avais aucune idée là, vers quoi la vie m'amenait, là. Mais j'ai l'impression que de là, j'ai comme créé ma vie de rêve sans m'en rendre compte. C'est beau. Donc, il y a ce week-end là qui est un peu un truc de bascule avec une ouverture sur un nouveau monde. Mais en t'écoutant, je sens l'appel du ventre. En fait, il y a un truc, une évidence sur lequel il n'y a même pas trop de mots et tout ça à mettre. C'est comme ça. Est-ce que du coup, tu vas vivre toute cette nouvelle philosophie en parallèle de ton activité? Ben, à un moment donné, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je pouvais faire mon tambour. Fait que je suis allée faire mon tambour une journée avec Lumitea, qui est une enseignante de chamanisme. Fait que je fais mon tambour avec elle. Après ça, on fait la consécration des tambours. Après ça, j'ai dit un petit son dans mon tambour. Je pense qu'il sonne pas bien. Puis là, j'ai dit, je pense qu'il est pas correct. Tout ça, ben, je vais revenir le faire avec toi. Fait qu'elle revient une autre journée chez nous. Puis là, elle dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Fait que je lui dis, je suis éducatrice spécialisée. Je travaille avec les personnes âgées. J'ai dit, mais là, je suis en arrêt de travail. Ah, elle dit, tu retravailleras pas. Je me disais que ça avait pas de bon sens qu'elle me dise une affaire comme ça. Mais finalement, elle avait raison. C'est fou, hein? Oui. À un moment donné, j'ai une journée que je décide de faire mon tambour. Fait que là, je fais brûler la sauge dans la maison, puis je m'installe, puis je fais mon tambour pour la 3e fois. Puis après avoir fait mon tambour la 3e fois, il a bien sonné.
Puis là, je lui ai dit, écoute, j'ai vraiment aimé ça. J'ai dit, moi, je suis éducatrice spécialisée. J'ai dit, j'aime beaucoup travailler avec les gens. J'aime beaucoup la créativité. Puis j'ai dit, si un jour tu voudrais passer le relais, j'aimerais ça enseigner la création des tambours aux gens. OK, donc là, tu commences à avoir comme une idée qui germe, là. Oui. Ben là, moi, c'était juste pour le plaisir là, d'accompagner les gens à faire des tambours. Fait que finalement, Lumitea me dit, elle dit, dans 2 semaines, elle dit, chez nous, elle dit, je fais un stage, elle dit, tu viendras, je vais te prendre comme stagiaire. Tu sais, des fois, tu dis, là, il y a des situations qui arrivent que ça vient sur un plateau d'argent, là. Ben, moi, je trouve que ma vie de lumière, là, je pense que c'est arrivé sur un plateau d'or. Fait que c'est vraiment comme ça que je le sens, là. Fait que ça s'est tout placé, là, vraiment pour que ça l'aille bien, là. À partir du moment où tu vas commencer à co-animer tes premiers ateliers, c'est comme une accélération qui va se faire. Tu vas en animer de plus en plus souvent. À quel moment c'est la bascule pour que tu te dises, là, j'arrête mon job Ben la bascule, elle s'est faite tranquillement. Puis pour moi, ça a été très difficile de dire je renonce à ma sécurité financière et je me lance dans le vide. Fait que pendant un gros 2 ans, j'étais vraiment dans une incertitude, dans une insécurité et j'avais comme pas le courage ou l'élan de dire OK, je fonce puis j'y vais puis je vole de mes propres ailes. Ça a pris 2 ans avant que je décide là de démissionner, puis c'est sûr qu'il fallait que ça soit d'un commun accord avec mon mari également, fait que ça a été un processus, je dirais, là. Fait que quand ça a commencé, les ateliers avec Lumitea, à peu près 1 fois par mois, je faisais un atelier, il y avait de plus en plus de personnes qui s'intéressaient, fait que là, moi, j'aimais ça, faire ça, je me disais, hey, ça serait donc bien le fun de faire ça de ma vie, puis comme j'avais tout monté, les infrastructures ici au chalet, ben ça permettait d'accueillir les gens, puis tu sais, on a vraiment un espace exceptionnel là, pour faire les créations de tambours et tout, fait que tout se plaçait bien. Et tu parles de ton mari, c'est intéressant. Comment lui, il a perçu tout ça? Ben c'est sûr qu'au début, pour lui, c'était nouveau. J'ai un mari vraiment extraordinaire. Il m'a accueilli dans ce que j'aimais. Il m'a accepté. Lui, pour lui, il est pas dans ces énergies-là du tout. Il est infirmier de profession, fait que lui, il soigne vraiment au niveau physique. Fait qu'on est comme dans 2 mondes complètement différents. Parce que moi, j'ai l'impression que je suis plus dans le monde de l'esprit, puis dans le monde des guérisons plus au niveau du chamanisme. Là. Fait que c'est sûr que je me considère très, très choyée puis chanceuse qu'il ait accepté que je puisse faire qu'est-ce que j'aimais parce que à un moment donné, moi, je me disais, hey, ça se peut pas, là, je peux pas être enfermée dans mon centre de jour de 8h à 4h du lundi au vendredi, je vais mourir. Puis pour lui, ben, tu sais, lui, il dit, ben, moi, ma femme, je veux qu'elle soit heureuse, puis là, si t'es pas heureuse, ben, on va faire en sorte pour que ça fonctionne. Fait qu'au fil du temps, plus qu'on créait des ateliers, plus qu'il y avait des gens qui s'intéressaient. Puis dans cette année et demie-là, j'ai toujours eu ce que j'ai eu besoin. Et plus encore. Fait que je dis merci, Génial. Gratitude à la vie, je suis vraiment choyée. Et justement, par rapport à ton activité elle-même, est-ce que tu peux expliquer en quoi elle consiste, ce que tu proposes? Ben, les ateliers de création, j'ai 3 ateliers. J'ai la création de tambours, capteurs de rêves et hochets. C'est des hochets chamaniques vraiment plus pour la guérison, pour l'intégration de soins, etc. Puis, dans ces ateliers-là, ben, c'est pas juste on va faire un objet, c'est une expérience. C'est des beaux ateliers, c'est des belles journées, c'est des beaux événements là, que les gens peuvent venir vivre ici. Donc, il y a ces ateliers de création et puis il y a des soins énergétiques également que tu proposes. Ben, je fais des rencontres de relations d'aide. En fait, tu sais, pour moi, c'est comme la poursuite de mon rôle d'éducatrice, d'aider les gens. Fait que dans le fond, je peux faire des rencontres sans tambour nécessairement parce que je vais regarder avec les gens c'est quoi leurs besoins. Des fois, c'est des gros traumatismes que les gens ont vécu puis ont besoin d'avoir un temps pour un peu décompresser, voir où ils en sont. Puis au niveau de l'esprit, ben, c'est pas toujours accessible, hein. Mettons, il y a des situations très douloureuse, qu'on a perdu un proche ou quoi que ce soit, ben les âmes sont encore là. Fait que souvent, on va avoir un travail pour aider l'âme à partir vers la lumière. Puis ça, ben les gens, ils connaissent pas ça. Ça fait souvent de la magie, c'est parce que les gens, des fois, ils vont être pris avec une entité, une personne qui est décédée, qui est pris avec eux. Puis là, ben on va faire un rituel, on va juste libérer cette entité-là. Puis la personne, elle va dire comme, ah mon Dieu, je me sens tellement plus libre, je me sens plus léger. C'est pas nécessairement le tambour qui va faire le
travail, mais on est toujours dans cette petite ambiance-là, comme ce que je disais, là, avec l'ouverture, avec la fumigation, le feu sacré qui va toujours être la lumière pour nous guider. Ça peut aussi se poursuivre avec le soin, avec le tambour unité. Ouais. Puis le tambour unité, c'est un grand tambour de 6 pieds de long, dans lequel vous êtes allongé sur une table à massage et le tambour est au-dessus de vous. C'est le soin que j'ai raconté dans un des premiers épisodes là, de la série où moi j'ai eu la chance de le vivre avec toi il y a 2 ou 3 jours sous le tipi. Donc ça c'est aussi une expérience assez incroyable. Ouais. Ouais, fait que ça c'est plus dans la partie des soins énergétiques où c'est les vibrations du tambour qui vont faire le travail sur la personne. J'essaie beaucoup d'être attentive à où en est la personne dans son processus de vie avec ce qui se passe, puis j'essaie de m'adapter pour l'accueillir puis l'accompagner où elle est rendue aussi. Fait que c'est... On parle beaucoup de tambour et de la guérison à travers le tambour. En fait, tu le diras mieux que moi, mais si j'ai bien compris, ce qui guérit à travers le tambour, c'est la vibration qui vient remettre du flux partout dans le corps et dénouer là où c'est nécessaire. Dans le fond, c'est vraiment la fréquence vibratoire du tambour qui va faire le travail sur le corps. Puis dans le fond, on sait jamais d'avance qu'est-ce qui va y arriver, qu'est-ce qui va se libérer. Fait que des fois, il peut y avoir des guérisons, il peut y avoir des présences, il peut y avoir de la lumière. Il y a vraiment différents éléments qui peuvent se présenter pour venir faire encore plus de sens là, dans le soin. Je finis juste sur tes activités. Il y a ce que moi j'ai la chance là d'être en train de vivre, c'est les stages que tu proposes ici. Donc il y en a différentes formes, je crois. Oui, il y a différents types de stages. Il y a Femmes sauvages où on va vraiment connecter avec notre enfant intérieur, où on va avoir la possibilité de vivre des rituels pour libérer les choses qui nous ont empêchés d'être en connexion avec notre petite voix, avec notre vraie nature. Donc, tu organises différents stages et puis parlons-en parce que vraiment, c'est impossible d'évoquer ta pratique et qui tu es sans parler du lieu magique où on se trouve et qui en plus a une histoire. Est-ce que tu peux nous la raconter, l'histoire de ce chalet? Oui, absolument, avec plaisir. On a toujours vécu sur la rive nord de Québec. Mon père, un jour, a dit... il a toujours été comme à la recherche d'un terrain en forêt, sur le bord d'un lac. Lui, l'eau était très importante. Puis à un moment donné, c'est ça, il cherchait un endroit à peu près à 1 heure des ponts pour avoir un endroit où l'air est pur pour sa famille, pour ses futures générations. Fait qu'à un moment donné, il a trouvé ça ici, le terrain. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de droit de passage pour se rendre, il n'y a pas de chemin. Fait qu'on est vraiment dans un espace où, au début, lui, quand il arrivait, il descendait avec la chaloupe puis il traversait le lac à chaloupe pour venir sur le terrain. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de pont pour se rendre, il n'y avait rien, en fait. Fait que ça a été, au début, il y a eu une petite roulotte. Après ça, avec le temps, à un moment donné, il a transféré un bâtiment qui avait construit un cabanon pour un autre endroit. Après ça, il a fait son chalet. Ça s'est fait tranquillement, là, au fil des ans. Avec le temps, ben là, moi, mon mari et moi, quand on a commencé à venir plus ici, à un moment donné, on s'est créé notre petit espace pour avoir notre petit lieu pour nous. C'est ça, en fait. Donc, il y a le chalet principal, d'ailleurs, celui où on enregistre maintenant, et puis il y a un autre chalet un tout petit peu plus haut, qui est ce chalet que vous aviez construit pour ton mari et toi. On appelait ça le cabanon d'Isa, parce que moi, je disais que c'était mon cabanon en attente d'avoir un jour un chalet. Puis finalement, mon père m'a légué son chalet là, il y a quelques années déjà. Ça tombe parfaitement pour accueillir mes participants là, quand je fais des recueillements ici. Au début, quand mon père m'a dit qu'il me donnait le chalet, j'ai comme eu une tristesse parce que moi, j'avais mon père qui vivait l'été, il était dans son chalet, il prenait son café le matin, il faisait ses jeux de sudoku. Moi, je m'en venais le voir. Ben là, comme il me donne le chalet, là, ça m'a comme fait, ben qu'est-ce qui se passe? Il va mourir, il va pas bien, il viendra plus. Mais moi, je veux pas qu'il vienne plus. Fait que ça a été comme une peine un peu. Puis ça a pris 2 ans avant que je vienne vivre dans son chalet parce qu'au début, je le sentais pas comme mon espace à moi. OK. Puis, et on est d'accord, ton père va bien, il est toujours de ce monde. Oui, absolument. Voilà. Ouais, c'est juste que lui, il avait tourné cette page-là. C'est ça. En fait. Pour lui, ça faisait plus partie de ses objectifs, puis il était rendu ailleurs. Puis c'est bien correct aussi. C'est rigolo parce que là, je t'écoute et en fait, on est en train de parler de l'appropriation du lieu. Et puis, l'appropriation, c'est un sacré sujet au Québec. Je l'ai découvert là, ces dernières semaines. Et je trouve important qu'on en parle aussi ensemble. Il y a un grand sujet vis-à-vis des peuples autochtones qui est celui de l'appropriation culturelle. Et d'ailleurs, quand moi, j'ai commencé à échanger avec toi, tu as été hyper clair dès le départ. Tu voulais que ce soit très clair que non, tu ne fais pas ce que proposent les peuples autochtones.
voilà, tu parles de chamanisme, mais tu fais hyper attention à bien distinguer à chaque fois. Ben en fait, c'est que ici, les peuples autochtones et les Premières Nations, ils ont vécu beaucoup d'injustices, d'abus et tu sais, ça a été vraiment pas facile pour eux là, avec la religion catholique, les sœurs, c'était épouvantable en fait tout ce qu'ils ont vécu. Puis Et jusqu'à encore très récemment en fait. Oui. Puis c'est comme un lourd passé qu'ils ont. Puis c'est leur sagesse, leur savoir, leur tradition, c'est vraiment protégé, c'est vraiment gardé, puis on n'a pas accès à ces informations-là comme on veut. Même si j'avais voulu avoir des informations par eux, moi j'aurais aimé avoir, mettons, des enseignements, des sagesses qu'ils me partagent, etc., puis c'est pas tant accessible. Puis moi, avec le temps, ce que j'ai découvert, c'est que j'ai du sang métis. Fait que j'ai de l'autochtone en moi, mais j'ai pas les cartes. La carte, en fait, c'est ce que les autochtones ici au Québec, c'est comme si c'était une forme de visa, quoi. C'est toi, t'es autochtone et toi, tu l'es pas. Fait que c'est sûr que moi, des fois, il y a des gens qui vont dire que je fais de l'appropriation culturelle. Mais moi, pour ma part, je ne dis jamais que je suis autochtone. Je fais, comme tu dis, je fais très attention pour respecter. J'ai une grande admiration, j'ai un grand respect pour les premiers peuples et toutes les sagesses qu'ils portent. Je connais pas grand-chose, en fait, à ce qu'eux font. Moi, ce qui est venu à moi, ça a été vraiment le chamanisme avec l'Umitea. Fait que ce que j'ai appris, ça vient de l'Umitea en premier lieu. Et ce que j'entends, comme d'ailleurs beaucoup de thérapeutes, et d'autant plus quand on touche à un peu de l'invisible, c'est que t'es allé piocher pour faire tes propres recettes, aller là où ça vibre, là où c'est OK pour toi, quoi. Oui. Puis c'est sûr que moi, si je sens à un moment donné que c'est pas pour moi, ben je vais pas faire ce qui va se présenter. Fait que des fois, j'ai des idées, je me dis, hey, j'aimerais ça faire ça, je veux ça, puis je fais 2-3 démarches, puis ça fonctionne pas. Fait que je me dis, bon, ben OK, c'est pas mon chemin. C'est pas pour toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Isabelle? Bien, moi, je te dirais, pour la suite, c'est sûr que quand j'ai des participants ici, je me sens comme une guide, comme une accompagnatrice, mais avant tout, j'ai la chance de profiter, moi, de tous ces beaux échanges, ces belles complicités, les événements que je fais vivre à mes participants, je les vis avec eux. Je les accompagne avec mon cœur, puis c'est comme si je le vis à chaque fois, fait que je me sens vraiment privilégiée de faire ces accompagnements-là. Fait que qu'est-ce que je me souhaite, c'est d'être le plus possible, de continuer d'être en connexion avec la nature, avec la terre, avec ce qui m'entoure, puis avec toutes les belles personnes qui vont venir vers moi. Bah, écoute, c'est tout ce que je te souhaite aussi. J'aime bien finir mes interviews avec quelques questions rituelles. Et la première, tu nous as donné déjà pas mal d'éléments de réponse, mais comment tu fais pour être à l'écoute de ta petite voix? Moi, ma manière que j'utilise pour aller être à l'écoute de ma petite voix, pour aller écouter les vrais messages, ça va être justement par des voyages chamaniques. Fait qu'est-ce que je fais, c'est que je vais bander mes yeux, je vais prendre mon tambour, puis je vais aller soit dans le monde d'en bas ou dans le monde d'en haut pour aller chercher mes réponses. Et là, c'est vraiment en connexion avec mon cœur. Est-ce que tu as un rituel quotidien? Est-ce que par exemple le tambour, c'est quelque chose que tu fais quotidiennement ou tu as d'autres rituels pour être bien, te sentir connecté? J'aimerais te dire oui, mais en fait, mon intention, ce serait de jouer du tambour tous les jours. Okay. Mais moi, ce qui est important pour moi, c'est jouer du tambour, aller nager, aller marcher, prendre du temps pour honorer mon jardin, prendre du temps pour honorer mes poules, mes animaux. Fait que si je réussis à faire quelque chose dans ces affaires-là dans ma journée, je suis contente de ma journée. OK. J'aime bien demander à mes invités s'ils ont un livre favori, un livre qui les a aidés dans leur cheminement personnel. Oui, moi j'ai le livre, c'est les 13 mères originelles, c'est les 13 lunes qu'on peut lire, c'est des chapitres mensuels, fait que moi c'est parfait pour moi qui aime pas beaucoup lire. OK. Et qui écrit ça? C'est Jamie Sams. Okay. Faudrait que je revérifie. C'est québécois? Je suis pas certaine. Je pense que c'est une anglophone, une américaine, je pense. Ouais. Redonne le titre. Les 13 mères originelles, c'est les 13 lunes. OK. Ouais. Bon, je te le montrerai. Ouais, avec plaisir. Et ma dernière question, Isabelle, j'aimerais savoir si tu es heureuse. Oui, absolument. Je suis heureuse, puis je suis heureuse de partager les sagesses que je sens que je porte en mon sein et en mon cœur avec les personnes qui viennent vers moi. Super. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi, Herveline. Bye. Bye. Voilà, La Petite Voix, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous.
Vous pouvez aussi me le dire avec des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Ça aide vraiment à le faire découvrir à d'autres auditeurs. Si vous voulez prolonger les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, Facebook, YouTube ou TikTok. Oui, tout ça en cherchant La Petite Voix le podcast. Encore mieux, abonnez-vous à ma newsletter sur mon site lapetitevoix.co. Un mardi sur 2, je vous raconte tout ce que je n'ose pas raconter ailleurs. Alors prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Outside yourself when you have all of the world inside.